Monsieur le juge, que savez-vous de cette vente ? Bien, nous savons de cette vente que ce tableau avait été programmé pour être vendu par la société Christie's à Londres. Nous savons que le Louvre, M. Rosenberg, est intervenu auprès de Christie's pour que ce tableau soit rapatrié en France, car le Louvre a soutenu qu'il faisait partie du patrimoine français. Dans ces conditions, le prix convenu par le ministère de la Culture a été de 5 millions de francs, et ce prix-là a été versé en Suisse sur le compte du notaire en charge de la succession Chapuis. Et donc vous vous rendez au Louvre Alors, pour en savoir un peu plus. Je rends au Louvre parce que je veux avoir accès au dossier de vente. Et là, nous attendons, ma greffière et moi, à peu près 3 heures. Et au bout de 3 heures, on nous dit que c'est pas la peine, il n'y a plus personne du cabinet, les responsables sont tous en réunion, etc. etc. Bref, personne ne veut vous recevoir. Voilà, sauf que vous apprenez quand même quelque chose, c'est le nom Oui. de la personne qui a vendu le tableau. J'ai la confirmation que l'héritière de Madame Chapuis est une certaine Joëlle Penel, qui est effectivement Joëlle Penel, qui est la personne chez qui Madame de Canson est décédée en 1986. Et c'est elle qui met en vente le tableau. Et c'est elle qui a donc diligenté cette vente. Et cette Joëlle Penel, elle a reçu de l'argent pour cette vente ? 2,5 millions de francs. Somme qu'elle va dilapider très rapidement. Comment se fait-il que le Murillo se soit retrouvé dans la succession de sa grand-mère, Madame Chapuis, alors que dans le même temps, il appartenait à Madame de Canson, qui était vivante ? Là, à l'époque, je veux dire, on est vraiment... L'infraction de captation d'héritage se dessine. Pour ne pas éveiller les soupçons de maître Boissonnet et de Joëlle Penel, les gendarmes préfèrent retourner en Suisse. Ils veulent entendre les avocats et les notaires qui ont réglé la succession. Major Jean-Louis Bertrand, directeur d'enquête, section de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence. Là-bas, oui, on a eu d'énormes difficultés. On n'a pas pu entendre aucun avocat. Le fait, c'est qu'ils ne vous reçoivent pas. Ils vous disent qu'ils ne sont pas là. Ou qu'ils n'ont pas le temps. Un avocat, c'est à la fois un avocat et un notaire. Ils font les deux professions en Suisse. C'est des gens très haut placés. Ils ont beaucoup d'influence. Alors les gendarmes essayent d'en savoir plus sur Jeanne Chapuis, la grand-mère maternelle de Joëlle Penel. Pourquoi Suzanne de Canson lui aurait-elle légué le tableau le plus prestigieux de son patrimoine ? Encore une fois, les gendarmes se tournent vers les amis proches de Suzanne. Marie-Françoise Krieger, amie de Suzanne de Canson. On n'a jamais entendu parler de Jeanne Chapuis. Jamais. Elle n'a pas pu donner de tableau à Madame Chapuis, c'est pas possible. On l'aurait su, elle nous en aurait parlé. Elle vendait vraiment pour vivre. Donc elle ne pouvait pas donner, ça c'était pas possible. Personne n'a entendu parler de cette Jeanne Chapuis. Les deux femmes n'étaient d'ailleurs vraiment pas du même monde. Jeanne Chapuis, veuve d'un cordonnier, finira sa vie à Genève, pauvre, alors à rien. Dans l'indigence la plus complète. Apparemment, Madame Canson et Madame Chapuis ne vivaient absolument pas dans le même milieu. Un, c'était un milieu le plus pauvre possible, l'autre, c'était un milieu de luxe. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. La succession Chapuis semble plus que douteuse. On dirait un montage élaboré pour spolier Suzanne de Canson. Mais les gendarmes n'en ont pas la preuve. Ils s'intéressent donc maintenant très sérieusement à cette Joëlle Penel, chez qui Suzanne de Canson est morte dans des circonstances très troubles. Joëlle Penel est née en 1940 en Indochine. Elle a 8 ans quand sa famille rentre en France. Elle est fille d'un militaire. Elle va donc aller de port en port, puisque c'est un militaire et un marin. À 16 ans ou 18 ans, elles sont sur Toulon. Elle se fait alors remarquer par sa beauté. Elle est élue Miss Toulon et rêve de gloire. Mais en 1958, au moment où Suzanne de Canson hérite de son père et mène la grande vie, Joëlle, elle, se marie avec un soldat marinier et fréquente les ports de garnison. Elle a marre de cette vie qu'elle a toujours connue, qui est toujours la même, partir, déménager en permanence. Joëlle Penel a 3 enfants, 2 garçons et une petite fille qui meurt à l'âge de 8 ans. En 1970, elle demande le divorce
et s'installe à Toulon, la ville de sa courte gloire. Elle y rencontre un autre marin avec lequel elle a encore 2 garçons. Elle le persuade de quitter la marine et à tous les deux, ils ouvrent un bar à Chicago. Chicago étant le surnom de la basse ville de Toulon que tous les marins connaissent. Et là, le bar, le Candice Bar, ils le tiennent à tous les deux. Mais l'affaire tourne court. À l'époque, le petit Chicago est le quartier chaud de Toulon, le quartier où les marins peuvent consommer filles de joie et alcool. Les rixes sont fréquentes et un jour, une bagarre éclate au Candice Bar. Le compagnon de Joël tue alors un client à bout portant. Pour le compagnon, c'est la prison et le Candice Bar doit fermer 2 mois seulement après son ouverture. Et là, elle va se retrouver encore toute seule. Et elle va commencer à vivre d'expédients. D'abord, elle va commencer à peindre et aller dans des ventes, ramasser des croûtes, en faire des faux, mettre des fausses signatures ou les revendre. Elle va vivre comme ça. Par la suite, elle va aussi essayer d'escroquer des gens. Mais au début des années 80, Joëlle Penel se stabilise. Elle a trouvé un petit boulot chez un avocat toulonnais, le fameux maître Boissonnet. En fait, elle allait apporter des dossiers pour Boissonnet, elle les portait au tribunal ou à d'autres cabinets d'avocats, et c'est tout, elle faisait des courses. Les gendarmes savent donc maintenant comment maître Boissonnet connaissait les 2 femmes. Suzanne de Canson, bien sûr, sa cliente, mais aussi Joëlle Penel. Ils sont persuadés que l'avocat et l'artiste peintre ont fait main basse sur les biens de la vieille dame. Reste à trouver de quelle manière et surtout jusqu'où sont-ils allés pour ça. Les enquêteurs se penchent sur les relations entre Suzanne de Canson et Joëlle Penel. En fouillant dans la vie de Joëlle Penel, les gendarmes apprennent qu'elle a vécu avec Suzanne de Canson pendant plusieurs mois au Grand Hôtel de Toulon. C'était en 1985, justement au moment où Suzanne ne donne plus de signes de vie à ses amis. Les gendarmes interrogent alors les employés de l'hôtel. Rose était femme de chambre. C'est elle qui a accueilli les 2 femmes quand elles sont arrivées. Madame Penel est venue avec Madame de Canson et les 2 enfants. Ils ont pris le 3e étage. Ils ont pris les 3 chambres. Le lendemain, Madame Penel, elle a ramené des tableaux dans sa chambre, 4 grands tableaux. Elle m'avait dit, Rose, vous faites attention quand vous ferez le ménage, étant donné que ce sont des tableaux de maître. Madame Penel, elle était assez grande, avec une chevelure assez ébouriffée. C'est pour ça qu'on l'appelait la lionne. Elle était très gentille, très avenante, sympathique. Elle s'absentait souvent, elle allait voir si elle pouvait vendre les tableaux. Madame de Canson, elle tournait dans sa chambre. Je suis rentrée une fois l'après-midi pour lui demander « Madame de Canson, avez-vous besoin de quelque chose ?» Elle me dit « Non, ma petite Rose, c'est gentil, non. » Vous sortez pas un peu? J'ai dit « Si Madame Penel ne vient pas me chercher, je ne peux pas sortir. Pour la raison que je risque de tomber et puis Madame Penel, ça ne lui fera pas plaisir. » Ils avaient des bonnes relations. Mais au fil des semaines, l'état de la vieille dame de 75 ans semble se dégrader. Elle avait un visage triste, renfermé. Je lui ai posé la question, Madame de Canson, est-ce que vous êtes fatiguée? Madame de Canson me répond, oh ma pauvre Rose, si vous saviez. Alors je dis, qu'est-ce qui vous arrive encore? Madame de Penel me fait des misères. Je n'ai pas pris au sérieux. Parce que je n'ai pas trouvé Madame Penel si méchante que ça. Grâce au personnel de l'hôtel, les gendarmes apprennent que Joëlle Penel était en relation avec Londres et la Suisse. Elle se donnait beaucoup de mal pour vendre ses tableaux. Elle avait même embauché quelqu'un pour l'aider. Il me parle d'une secrétaire, d'une femme qui travaillait pour le compte de Joëlle Penel, comme secrétaire, comme
dame de compagnie, et un peu pour tenir compagnie à De Canson également. Et on va se mettre à la recherche de cette personne. Une secrétaire, c'est au courant de tout. On suit sa trace. On arrive à un endroit, on nous dit allez là, on y va. On interroge autour les gens. Ah mais je crois qu'elle est à tel endroit, on va voir à tel endroit. Ah non, elle n'est pas là, alors on revient. Et là on va perdre du temps. La secrétaire reste introuvable. Alors les gendarmes s'intéressent à la maison où Suzanne de Canson est morte. Une villa achetée par Joël Penel à la Garde sur les hauteurs de Toulon. Les deux femmes s'y étaient installées en novembre 85, après avoir quitté le Grand Hôtel. Suzanne n'avait plus que 10 mois à vivre. Joël Penel y habite toujours. Les gendarmes interrogent les voisins discrètement. Et une voisine va nous expliquer que elle a aperçu une vieille dame, que cette vieille dame semblait un peu délaissée, ou souvent elle entendait des cris. Madame de Canson, lorsque nous on fait une enquête, est déjà morte depuis 2 ans. Et là, on constate que plus on prend du temps, plus les preuves, si on en trouve, vont disparaître. Le juge me dit, il faut tomber, il faut y aller. Tomber, c'est-à-dire arrêter Joël Penel et perquisitionner sa villa. Le 15 juin 88, les gendarmes débarquent à 6h du matin. On sonne, Pesnel ouvre la porte, elle est en robe de chambre, elle ne crie pas au loup, elle n'est pas étonnée. On dit qu'on a une perquisition à faire et puis on commence à se gratter la tête parce qu'on jette un œil à droite et à gauche et on voit des documents partout. Des documents partout, partout, partout. On ne peut pas lire à ce moment-là tout. Donc on va tout saisir et puis on va saisir la centaine de tableaux que l'on va trouver dans l'appartement. Certains, manifestement, avaient été peints par Madame Pesnel, puisqu'on y trouve un chevalet avec des tubes de peinture et tout ça. Joël Penel se présente comme artiste peintre. Elle aurait fait les beaux-arts et signe ses toiles Candice Candy. La perquisition continue et au milieu du désordre, les gendarmes tombent sur son portefeuille. Et là, on va, aux surprises, trouver une photo de Madame de Canson. Quand vous regardez la photo, vous avez le haut le cœur. Parce que cette photo, vous voyez une petite dame qui a des moustaches, qui a une barbe, qui n'est pas entretenue, qui a les cheveux raides. Manifestement, c'est la photo d'une dame qui est délaissée. Joël Penel est mise en garde à vue. Joël Penel ne va faire que de parler. Elle va raconter un tas d'histoires. C'est plus de la mythomanie qu'autre chose. Elle va se faire passer tantôt pour la comtesse de Bonnemay, me semble-t-il. Elle nous dira même qu'elle connaît un ministre, qu'elle citera, qu'elle a des avocats très connus et de renom qui s'occupent d'elle, qu'elle connaît du monde. Et c'est pas des menaces, mais bon, ça pourrait y ressembler pour certains. Elle essaye de s'en sortir. Au bout de 48 heures de garde à vue, Joël Penel est présenté au juge d'instruction de Toulon. Monsieur Bernard, Joël Penel se retrouve donc dans votre bureau. Et que vous dit-elle des relations qu'elle entretenait avec Madame Suzanne de Canson ? Ce sont des relations, je ne dis pas quasiment filiales, mais en tout cas affectives. C'était une dame abandonnée qu'elle a hébergée, qu'elle a nourrie, qu'elle l'a fait voyager, l'a emmenée en Suisse, dans différents endroits. Et elle l'a présentée de manière très courante comme sa tante. Il a été relevé dans la procédure que Joël Penel se faisait appeler par certains Penel de Canson. C'est dire, elle a même eu un passeport sous ce nom. Voilà. Comment explique-t-elle que Madame de Canson ait légué des toiles à sa grand-mère, Madame Chapuis ? Sa grand-mère, donc Jeanne Chapuis, était une milliardaire qui fréquentait la famille de Canson. Et sa grand-mère même, qui aurait été à un moment donné la maîtresse de Balthus, ce qui faisait que Joël Penel était devenu le modèle de Balthus. Cette grand-mère, donc, avait même acheté des toiles au père de Canson, donc avant 1958. Et ils étaient connus de la famille, ce qui fait que
Madame de Canson, tout naturellement, dans l'année 79, avait décidé de tout donner à Jeanne Chapuis. Ça, c'est de la mythomanie pure et simple. Complètement, oui. Le juge l'inculpe et l'écrout pour vol, faux et usage de faux et non-assistance à personne en danger. À la section de recherche d'Aix-en-Provence, les gendarmes ont du pain sur la planche. Ils doivent analyser tous les papiers saisis dans la maison de Joël Penel. Major Jean-Louis Bertrand, directeur d'enquête, section de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence. On va retrouver des donations de Canson d'une date et puis d'une autre date. On va retrouver des documents attestant que c'est sa grand-mère, une certaine Chapuis, qui lui donnera les tableaux. Donc tout ça, on sait qu'on va pouvoir travailler là-dessus et on va le faire. Un travail de titan. Les donations sont toutes signées par Suzanne de Canson. Certaines sont datées de 85, d'autres de 86 et même de 84. Des donations étranges qui se contredisent. En 84, Suzanne donne ses biens à Joël Penel directement. Mais en 85, elle les a donnés ou vendus à Jeanne Chapuis. Les gendarmes s'arrachent les cheveux lorsqu'ils tombent sur un document officiel authentifié par un notaire. C'est le testament de Suzanne qui fait de Joël Penel son unique héritière. Elle l'a signé 6 mois avant sa mort, devant 2 témoins, un ami de Joël Penel, son chauffeur, et son aide ménagère. Généralement, on prend 2 personnes, mais il ne faut pas que ces personnes soient liées soit avec le bénéficiaire, soit le testateur. C'est pas possible. Mais là, on va retrouver les 2 personnes. Une est employée de Pesnel, donc elle est dépendante de Pesnel, et l'autre, c'est le chauffeur amant de Pesnel. Le document est suspect. Les gendarmes cherchent l'aide ménagère. Josiane n'est plus au service de Penel. Aujourd'hui, elle peut parler. On va la retrouver et lorsqu'on va l'entendre, on va lui poser des questions sur les conditions dans lesquelles elle a été témoin pour le testament. Et on lui demande de nous raconter comment ça s'est passé. Elle va commencer à nous dire que Madame de Canson était très affaiblie, qu'il fallait plus ou moins la porter pour la mener, qu'elle était assise et que le notaire posait des questions et que c'était souvent Pesnel qui répondait aux questions. Josiane, aide ménagère de Joël Penel. Le notaire lui a demandé à plusieurs reprises « Est-ce que vous êtes d'accord pour signer ?» Il l'a demandé à plusieurs reprises parce qu'elle ne répondait pas. Elle faisait C'est tout ce qu'elle faisait. C'est tout ce qu'elle disait. Puis elle a fini par signer. Le notaire l'a accepté, mais moi, je me suis dit, c'est bizarre ça, qu'il accepte ça comme ça. Mais on lui a dit, l'aurait-elle battue, l'aurait-elle secouée devant le notaire? Ça nous paraissait totalement improbable. Elle a dit non, c'est depuis quelque temps, elle lui disait toujours tu vas signer. Et puis Madame Pesnel était de plus en plus sévère et plus rude avec Madame de Canson. Elle la privait de tout, hein. Elle n'avait même pas un mouchoir pour s'essuyer le nez, rien, pas un crayon pour écrire, elle n'avait pas de papier à lettres, pas d'enveloppe, elle n'avait rien, absolument rien. Dans sa chambre, il n'y avait que le matelas, le drap et la couverture. C'est tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas de meubles, pas de placard. Madame Penel m'a simplement dit, c'est une vieille tante au 5e degré. Je le garde parce que les gendarmes l'ont amenée. Elle dormait dans les cartons. Et elle m'a dit qu'elle était folle. Qu'elle était dangereuse et folle. Voilà, c'était tout ce qu'elle me disait. Il y avait une porte vitrée. Elle ne pouvait pas sortir, c'était fermé. Et l'autre porte qui donnait dans l'appartement était fermée à clé aussi. Elle était dans le noir, strictement dans le noir, même en pleine journée. Que ce soit jour et nuit, elle était dans le noir. C'est Madame Penel qui a dévissé l'ampoule parce qu'elle trouvait que Madame de Canson usait trop d'électricité. Elle était squelettique. Elle était
Un squelette ambulant, elle était vraiment squelettique. Elle ne tenait pas bien debout. Hein. Elle était faible. Elle ne mangeait pas. Elle n'avait rien à manger. Que des yaourts, des céréales. Mais elle ne mangeait jamais avec nous à table, comme nous. Jamais. Madame Penel la douchait. Évidemment, c'est toujours elle qui la douchait. Et Madame de Canson s'est plainte que c'était trop chaud. Et ça, elle s'est plainte plusieurs fois. Elle lui lavait tout le corps avec le mire. Les cheveux, tout. Tout y passait. Avec des serpillières, elle l'essuyait. Pas de serviettes, des serpillières. Je me souviens très bien. Et un jour, elle l'a douchée. Puis à un moment donné, Madame Penel s'est éclipsée. Et je me suis retrouvée seule avec Madame de Canson. Puis elle a failli glisser. Elle s'est accrochée au dernier moment. Puis elle m'a dit, elle s'est retournée vers moi d'un air implorant en me disant « Elle veut me tuer, elle veut me tuer ». Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Moi, je ne savais pas quoi faire. Hein. Moi, je me dis dans quel drap je me suis mise. Hein. Je ne savais pas, j'étais pas tranquille non plus hein, de voir ça. Et je ne pouvais rien faire. Elle était sous la coupe de Madame de Penel. Hein. Major Jean-Louis Bertrand, directeur d'enquête, section de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence. On va de surprise en surprise. Ça s'aggrave en permanence. Les gendarmes retrouvent 3 autres aides ménagères qui ont travaillé chez Joël Penel entre janvier et septembre 86. Elles racontent toutes la même histoire épouvantable. L'une d'elles aurait même alerté les services sociaux sans succès. Elle avait vu Madame de Canson manger ses excréments. Madame Luçon, aide ménagère de Suzanne de Canson, dans le journal télévisé du 6 octobre 1991. Je lui ai dit, Madame de Canson, vous êtes une dame sensée. Elle m'a dit, oui, j'ai toute ma tête. Je lui ai dit, alors pourquoi vous mangez vos matières? Je lui ai dit, les premiers jours que je suis arrivée, vous aviez toujours des matières dans la bouche. Et elle a eu... elle s'est vraiment redressée. J'ai senti une dame vraiment du bon monde qui s'est redressée pour me dire « j'ai faim ». Mais ça a claqué sec, net, quand elle m'a dit « j'ai faim ». Et elle mourait de faim. Elle mourait de faim. Maître Francis Piner, avec Maître Vicenzini, vous êtes l'avocat de la partie civile. Avec le témoignage des aides ménagères, l'affaire prend une autre tournure. Comment va réagir la famille à ces témoignages? La famille, elle est effondrée parce qu'au départ, elle a une démarche, on veut connaître la vérité, mais elle ne pense pas que la vérité puisse être ça. Et après, il y a toute une série de sentiments. Il y a le sentiment de se dire qu'on n'a pas été assez vigilant. Il y a le sentiment on aurait dû avoir plus de nouvelles. Il y a le sentiment pourquoi personne n'a parlé, pourquoi ces aides ménagères n'ont pas prévenu la police. Donc c'est des sentiments variés. Et puis surtout, c'est une profonde tristesse parce que c'est une fin triste et sordide. Pensez-vous que Suzanne de Canson ait pu succomber aux sévices infligés par Joël Penel? Est-ce qu'en gros, c'est un meurtre ? Est-ce que c'est des actes de torture et de barbarie qui ont entraîné la mort, ou est-ce que c'est la séquestration ? Le juge d'instruction va retenir la qualification de séquestration parce que celle-là, elle est indiscutable, elle est établie par de nombreux témoignages. Les conséquences de la séquestration sont-elles la mort ? C'est difficile de répondre. On a quelqu'un dont le corps a été incinéré, on n'a pas d'éléments qui permettent d'établir ce qu'en droit on appellerait le lien de causalité entre les mauvais traitements et le décès. Et donc l'homicide volontaire, on ne peut pas le retenir. Donc on reste sur la séquestration, enfin, qui est une qualification suffisamment grave, puisque ça relève de la cour d'assises. Tandis que Joël Penel est poursuivi pour séquestration, maître Robert Boissonnet est inculpé de non-assistance à personne en danger et complicité de vol. L'avocat est lui aussi écroué. Major Jean-Louis Bertrand, directeur d'enquête, section de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence. On a la conviction, à ce moment-là, qu'elle est morte à cause des tableaux. Donc, pour conforter notre opinion et ce qu'on fait, il nous faut retrouver tous les tableaux. Et puis, de toute façon, ça fait partie de notre mission. Et le gendarme a une idée. Publier un appel à témoins dans la gazette de l'hôtel Drouot
avec une photo des tableaux recherchés et le portrait de Joël Penel et Robert Boissonnet. Et ça marche. Un grand antiquaire français va nous contacter et lorsqu'on ira le voir, il nous remettra 3 dessins de Boucher et de Fragonard. Il nous indiquera que c'est Joël Penel qui lui a vendu. C'est Penel qui a vendu ces 3 dessins, ceux que Suzanne de Canson avait déposés au Mont-de-Piété en 1984. Elle ne retrouvait plus son récépissé et quelqu'un avait retiré ses dessins. Les gendarmes savent maintenant qui est la voleuse. Alors qu'elle ne connaissait Suzanne de Canson que depuis quelques mois, elle avait déjà fait main basse sur ses biens. L'antiquaire explique aussi aux gendarmes que Joël Penel a voulu lui vendre des faux. Elle se sert de la collection Canson pour écouler tous les faux qu'elle a fait et même des œuvres qu'elle a fait à signer Candy Candice. Elle arrivera à en vendre. Elle va en vendre quelques-uns, elle va vendre des faux Miro, je crois, et puis je ne sais plus d'un Chagall qui va lui créer quelques ennuis, mais elle ne remboursera jamais. Les gendarmes retrouvent aussi le Guardi chez un galeriste. Le Quentin Latour, lui, est chez un avocat suisse. Tous disent la même chose, c'est Joël Penel qui leur a vendu ses toiles, souvent pour une bouchée de pain. Petit à petit, les gendarmes découvrent cette femme, une aventurière dotée d'un aplomb extraordinaire. Il faut voir Madame Penel. C'est ce qu'on appelle une forte femme. Elle a un caractère. Elle arrive à être convaincante quand elle parle. Ça ne la gêne pas de mentir devant tout le monde. Même si elle est prise en train de mentir, elle va retomber sur ses pattes en permanence. Ses proches décrivent une personne à la fois attachante et complexe. Christine, amie de Joël Penel. C'était un personnage qui pouvait être très sympathique et qui parfois pouvait être odieuse. Elle se débrouillait toujours pour avoir raison. Puis moi, je ne la contrariais pas à partir du moment où quelqu'un veut absolument affirmer quelque chose, même si je sais que c'est faux, je lui laisse le rôle. Elle était de bonne compagnie, même quand elle mythomaniait devant nous. Eh bien, je l'écoutais avec plaisir, parce que c'était drôle. C'est une personne qui avait grand besoin de reconnaissance, de se faire mousser, comme on dit, oui. Ses avocats eux-mêmes restent bluffés par cette femme. Maître Jean-Claude Guidicelli, avocat de Joël Penel. Et elle avait un don inouï, je dis bien inouï, de la sagacité, le sens de l'anticipation. Elle réussissait à tisser des relations privilégiées. Elle était une prédatrice et lorsqu'elle rencontre Mme de Canson, pour elle, c'est bingo. Elle sait qu'elle va gagner au loto. Mme de Canson représente tout ce que ne détenait pas Joël Penel, c'est-à-dire un nom, particule, l'argent, le milieu culturel. Maître Hervé Andréani, avocat de Joël Penel. C'est quelqu'un qui n'a pas eu sans doute la vie qu'elle espérait avoir et qui a essayé de recomposer une vie à la quarantaine ou à la cinquantaine à partir d'éléments qui n'étaient pas vraiment les siens, pour essayer de se propulser dans un rôle, pour être enfin la grande dame qu'elle espérait être et qu'elle n'avait pas pu être en réalité dans la vraie vie. Une manipulatrice, certes. Une voleuse, peut-être. Mais de là à séquestrer Suzanne de Canson ou à monter seule cette captation d'héritage, les avocats de Joël Penel ne l'en croient pas capable. À cette période, les gendarmes et les juges pensent la même chose que la défense sur la captation d'héritage. D'autant plus qu'il y a du nouveau côté enquête. Les gendarmes ont retrouvé un témoin capital qui a beaucoup de choses à leur raconter. Ce témoin si précieux, c'est la secrétaire. Joël Penel l'avait embauchée quelques mois en 85, quand elle s'était installée au Grand Hôtel de Toulon avec Suzanne de Canson. Les gendarmes la cherchaient partout, ils l'ont retrouvée en octobre 88. Joël Castro, secrétaire de Joël Penel.
Je vois arriver 2 gendarmes chez moi qui me disent voilà, on vient pour Madame Penel, et je leur dis eh bien ça devait arriver. Et en fait j'étais ravie parce que elle ne m'avait jamais payé pendant ces 6 mois, et donc je me suis dit eh bien voilà, la retourne. Du coup, la secrétaire parle volontiers. Elle explique que Penel l'a embauchée pour inventorier tous ses tableaux. Mais pas seulement. Un jour, elle me demande de taper un petit texte de quelques lignes qui disait je sous-signais Madame de Canson, et etc. En fait, qui voulait dire qu'elle voulait que Madame de Canson lui léguait à Madame Penel les tableaux. Joëlle Castro raconte qu'elle a tapé 3 donations bizarres au nom de Joël Penel et de Jeanne Chapuis. Elle les reconnaît parmi celles que les gendarmes ont saisies dans la villa. Et l'une des attestations sera datée de 1979. On lui fera remarquer, mais bon, elle était secrétaire. À l'époque, elle cherchait du travail, elle en avait besoin. Et donc, on comprend très bien qu'elle était aux ordres de Pesnel. Elle avait une emprise psychologique sur ses enfants, sur Madame de Canson, sur moi. Hein. De toute façon, elle manipulait tout le monde. Une forte personnalité, des donations bidons, des signatures douteuses, jusqu'ici, rien de neuf. Les gendarmes veulent saisir la machine à écrire. La secrétaire ne l'a plus. La machine n'était pas à elle, ni à Joël Penel. Elle appartenait à une avocate de Marseille. Les 2 femmes étaient allées la chercher chez elle. Nous l'avons attendue devant sa villa. En discutant avec Madame Penel, je sais qu'elle s'appelait Maître Pestel de Bord. Elle est descendue et elle nous a amené une machine à écrire. Maître Marie-France Pestel de Bord, l'une des collaboratrices du plus célèbre et plus mondain ténor de l'époque, Maître Paul Lombard. Proche du pouvoir, il est le spécialiste des successions prestigieuses, comme celle de Picasso, Miro ou Bonnard. Le témoignage de la secrétaire est une bombe. Pourquoi Pestel de Bord a-t-elle prêté une machine à écrire à Joël Penel? L'aurait-elle aidé à monter la fausse succession Chapuis? Major Jean-Louis Bertrand, directeur d'enquête, section de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence. Bon, on va voir Pestel de Bord. Alors là, Pestel de Bord n'est plus collaboratrice de Lombard. Elle tient un cabinet, elle a ouvert un cabinet à elle-même, mais elle n'a pas d'état d'âme. Elles vont nous expliquer qu'elle a œuvré sous les ordres de Maître Paul Lombard et qu'elle a effectivement passé la machine à écrire, mais qu'elle n'est pas responsable du contenu de ce qui a été tapé. Monsieur le juge, qu'avez-vous à ce moment-là contre Marie-France Pestel de Bord? Madame Pestel de Bord se présente, j'allais dire, comme la collaboratrice. C'est-à-dire, je fais ce que mon patron m'a demandé de faire. Mon patron m'a demandé de gérer les aspects administratifs et techniques de la vente des tableaux, ce que je fais. Maître Pestel de Bord dit la stratégie, en quelque sorte, la globalité du dossier, c'était Maître Lombard qui dirigeait bien sûr cette affaire. C'est lui qui avait été saisi, c'est pas Maître Pestel de Bord. Vous entendez Maître Lombard dans votre bureau pendant 5 heures. Et il m'affirme, je ne suis intervenu personnellement que dans les contacts avec le Louvre et Christie's. Le surplus, je n'ai pas géré le surplus. Tout le reste ressortait de la compétence de ma collaboratrice. Le 9 décembre, vous inculpez Maître Pestel de Bord. Pour quel motif? Oui. Et pour sa complicité de faux en écriture privée et complicité de vol. Et Maître Lombard? Je n'ai pas encore, à ce moment-là, au début du mois de décembre, d'éléments pouvant me permettre de prononcer une mise en examen. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Suzanne de Canson, l'héritière dépouillée. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Vos agences CFG Bank ouvertes jusqu'à 19h et votre banquier joignable par téléphone tous les jours jusqu'à 21h, c'est ça l'effet CFG. Et en ce moment, testez-nous gratuitement pendant 6 mois. CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça.